Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Demandez aux personnes qui effectuent des virements sur vos comptes Mobile Money par erreur de contacter les services clientèle de leur réseau de téléphonie mobile désormais. N'essayez plus de vérifier votre solde dans des cas comme ceux-là. Ce sont des formes d'arnaque qui se répandent au Bénin depuis quelque temps déjà. Les agents de l'Office central de la répression de la cybercriminalité ont prévenu les distributeurs et marchands des réseaux GSM sur ces phénomènes d'escroquerie à la faveur d'une séance de sensibilisation à Cotonou ce matin. C'est une campagne que l'OCRC déroule grâce à Enabel Bénin. L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. C'est le thème au centre d'une double rencontre ce matin au laboratoire de dynamique des langues et cultures de l'Université d'Abomey-Calavi. En ce 21 février, journée internationale de la langue maternelle, les chercheurs membres du LADILCAL ont tenu simultanément le deuxième colloque scientifique international et la rentrée scientifique de leur laboratoire. Et je prendrai congé de vous ce soir quand nous aurons appris ensemble les apports nutritifs et utilités des fruits et légumes pour nous. Je vous réserve donc un magazine sur leur consommation et les dérives à éviter pour bénéficier des fibres que ces aliments offrent à l'organisme humain. C'est le programme de ce 19h30. Merci d'être des nôtres. Je le disais il y a un instant, l'Agence belge pour le développement Enabel et l'Office central de la répression de la cybercriminalité OCRC ont organisé ce matin une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des distributeurs et marchands des réseaux de téléphonie mobile présents au Bénin. C'est une campagne pour lutter contre les différents types d'arnaques qui se développent ces dernières années par les moyens des numéros GSM. La rencontre a eu lieu au 7e arrondissement de Cotonou. Reportage Ali Moumouni. Les cybercriminels utilisent beaucoup les réseaux de communication pour commettre leurs forfaits et surtout les services mobile money. Face à cette nouvelle forme d'arnaque qui prend de plus en plus d'ampleur, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC opte pour des alternatives diverses afin de bien mener son combat. La présente rencontre est une campagne de sensibilisation que l'institution mène avec l'appui de l'Agence belge pour le développement Enabel. La séance réunit les distributeurs et les marchands des réseaux de téléphonie mobile présents sur le territoire national. Aujourd'hui, nous avons démarré la campagne sur les arnaques via les réseaux de téléphonie mobile. Donc cette campagne va s'étendre sur nos zones pilotes qui sont Cotonou, Parakou et Tchaourou. Donc nous aurons des séances de sensibilisation à l'endroit des distributeurs, des marchands de nos réseaux de téléphonie mobile et aussi à l'endroit des commerçantes de nos marchés, parce qu'elles sont souvent victimes aussi des formes d'arnaque. Donc nous allons rencontrer tous ceux-là. Et nous avons conçu spécialement pour cette campagne une plaquette qui donne quand même assez d'informations sur tout ce qui est forme d'arnaque. Les échanges se sont déroulés à bâton rompu. Les agents de l'OCRC ont fait le point de la situation à l'assistance et ont apporté des réponses à leurs questions. Plusieurs aspects essentiels de cette forme d'arnaque sont exposés aux participants suivis des conseils. Ne tombez plus dedans. Quelqu'un fait un faux transfert en direction de votre numéro. Dites-lui de se rapprocher du réseau, mais d'appeler le service clientèle pour se faire rembourser. Simplement. Parce que dès que vous allez essayer peut-être de consulter votre solde, lui l'a déjà activé pour pouvoir prélever de l'argent sur votre compte. Le principal message, c'est déjà que nous sommes en phase avec l'OCRC sur la nécessité de faire toutes les stratégies possibles pour lutter contre ces cybercriminels. Mais surtout également, nous avons reçu beaucoup de techniques et beaucoup de nouveaux cas de figure qui se présentent. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, ils rivalisent d'ingéniosité. C'est tous les jours qu'il y a de nouvelles façons d'arnaquer. Et donc aujourd'hui, nous avons été édifiés sur les dernières façons et sur les moyens de les contourner. Cette forme d'arnaque via les réseaux de téléphonie mobile n'est pas le seul aspect de la cybercriminalité que combat Enabel aux côtés de l'OCRC. Une première campagne a déjà pris en compte la sextorsion et mieux, des séances de formation sont également organisées.
Le gouvernement béninois, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Royaume des Pays-Bas mutualisent leurs efforts pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent ainsi que le terrorisme au Bénin. Ils ont lancé un projet de cohésion sociale au profit des populations des départements du Septentrion, une région qui, vous le savez, est éprouvée par des actes terroristes depuis quelque temps déjà. La cérémonie de lancement s'est déroulée à Parakou. Epiphane Chabi. Face à la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et ses partenaires, dont le programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas mutualisent leurs efforts pour renforcer la résilience des populations des départements septentrionaux confrontés depuis quelque temps au phénomène. Le projet de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin est entré dans sa phase active. Ce projet vise à faire prendre conscience aux communautés à la base de la nécessité de travailler à consolider la cohésion sociale et à éviter à exacerber les conflits latents. Avec ce projet d'une grande pertinence du point de vue socio-économique, il s'agit résolument d'aller de l'avant dans l'adoption d'une réponse concertée et résiliente à l'impact social du phénomène de la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Mesdames et messieurs, chers invités, votre présence dans cette salle témoigne de votre engagement à contribuer au succès de ce projet. C'est l'occasion de dire mes remerciements au programme des Nations Unies pour le développement, pour l'accompagnement du Bénin dans la réalisation des objectifs de développement durable et particulièrement dans la prévention de l'extrémisme violent. Je tiens également à féliciter le Royaume des Pays-Bas pour s'être positionné au financement de ce projet. Le projet vise également à renforcer les mécanismes de dialogue et de compréhension entre les différentes communautés, particulièrement entre les éleveurs et agriculteurs souvent confrontés à la transhumance et aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles. Un projet auquel souscrivent avec conviction le programme des Nations Unies pour le développement et le Royaume des Pays-Bas. La prévention des conflits est une priorité fondamentale car elle permet de sauver des vies, de préserver les acquis du développement, de transformer structurellement les économies et de construire de meilleures perspectives de développement pour la réalisation des objectifs de développement durable. C'est pourquoi le PNUD, en tant qu'organisme principal de développement des Nations Unies, a toujours été à l'avant-garde des efforts visant à favoriser le développement humain durable. Pour la coopération néerlandaise, lutter la pauvreté, réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale sont des priorités. Et cela est exactement pourquoi l'ambassade priorise le nord du Bénin, les départements d'Alibori, Atokora, Bogu et Donga. Les bénéficiaires directs de ce projet sont le gouvernement du Bénin à travers les 4 départements du nord du pays. Il est financé à hauteur de $3062 américains et va durer 3 ans. On va rester dans la cité des Kobourou où l'atelier d'évaluation des élections législatives du 8 janvier dernier, organisé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, s'est refermé. Pendant 4 jours, les acteurs impliqués dans l'organisation de ce scrutin ont passé au peigne fin le processus électoral qui a conduit à l'élection des députés de la 9e législature. À l'issue des travaux, les responsables de la Sénat sont satisfaits de la qualité des échanges ainsi que des propositions faites par les participants pour les échéances futures. Voici le compte rendu. Pendant 4 jours, la Commission électorale nationale autonome Sénat, les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers de l'institution ont passé en revue le déroulement des législatives du 8 janvier 2023. Communication, meublé de débats, travaux de groupe, concertation collective et amendement des différents rapports proposés. Ainsi se résument les activités qui ont meublé ces 4 jours de réflexion. Les points forts de cette échéance électorale, les difficultés, les perspectives, mais aussi des recommandations ont résulté de ces échanges. Il y a eu plus d'une dizaine, de recommandations qui ont été faites au niveau, à l'adresse de la Sénat, je crois 5 ou 6 à l'adresse du gouvernement, autant à l'adresse de l'Assemblée nationale, où il est demandé qu'il y ait, si possible, peut-être après la mise à l'épreuve
du code électoral que l'on voit s'il y a des dispositions qui pourraient être revues pour repréciser certains aspects de manière à faciliter les prochains scrutins. De même, la liste électorale a rencontré un certain nombre de difficultés. Et vous le savez, ces difficultés sont liées principalement au fait que certains n'ont pas retrouvé leur nom, d'autres ont été déplacés souvent à des distances énormes, ce qui a impacté sur le taux de participation. Donc, il a été demandé à l'ANIP de corriger cette liste-là au besoin de faire une toilette, en fait. Les recommandations issues de ces 4 jours de travaux prouvent à suffisance que la Sénat a convenablement joué sa partition dans l'organisation de cette échéance électorale. Le président de l'institution s'en réjouit d'ailleurs et compte mettre en œuvre les recommandations faites afin de parfaire les prochaines échéances. La moisson est importante. Il reste à enlever l'exploitation judicieuse. Nous pouvons dire mission accomplie. Pour cela, nous exprimons notre sincère gratitude à tous les participants qui ont mis de côté leur activité habituelle pour se consacrer à cette noble et délicate mission républicaine. Le rapport adopté par l'ensemble des participants à cette séance permettra à la Commission électorale nationale autonome Sénat de consolider les acquis, mais aussi de corriger les insuffisances, ce qui permettra d'améliorer les performances de la Sénat dans l'organisation des consultations électorales à venir. Cette fois, nous sommes au haut lieu du savoir, comme on l'appelle. Le laboratoire de dynamique des langues et cultures célèbre aujourd'hui la journée internationale de la langue maternelle, occasion propice au lancement officiel de la rentrée scientifique de ce pôle de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi. Plusieurs communications de colloques ont meublé cette double manifestation tenue ce matin à l'amphithéâtre Etisalat. On fait le point avec Ingrid Day et Rachidi Soubérou. Ces quelques mots de salutation, prononcés en langue maternelle Fon et Yoruba, plantent ainsi le décor de l'édition 2023 de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée ici par le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi. Couplé avec la rentrée scientifique du laboratoire, ce rendez-vous porte sur le thème « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Marqué par le deuxième colloque scientifique international, cette rentrée a réuni les universitaires du Bénin et d'ailleurs. C'est une activité qui va nous permettre d'avoir des communications sur les questions de défense des langues maternelles, mais en même temps nous permettrait d'obtenir des perspectives. Parler plusieurs langues pour un enfant est un exercice valorisant, constructeur et digne d'intérêt. C'est en cela que le thème de cette journée interpelle la conscience de chacun de nous, en particulier nos dirigeants. Consciente de l'importance des langues maternelles dans le développement socio-culturel et économique des nations, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a institué le 21 février 1999 la Journée internationale des langues maternelles. Cette initiative, portée par le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi depuis 2009, est soutenue par l'école doctorale Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi, qui ne ménage aucun effort pour l'avènement des laboratoires crédibles, entreprenantes et innovantes dans ce haut lieu de savoir. Le rendez-vous scientifique auquel vous êtes conviés permettra, j'en suis convaincu, de porter un regard critique sur les actions susceptibles de contribuer au renforcement de l'étude, de la documentation et de l'instrumentation de toutes les langues maternelles afin de donner ou de redonner confiance aux populations locutrices. Créé depuis 2007 et institutionnalisé en 2009 à l'Université d'Abomey-Calavi, le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi
a déjà connu une riche expérience scientifique. Il s'est récemment structuré en 4 pôles de recherche, à savoir description linguistique, linguistique cognitive et terminologie, sémiotique, communication et intelligence artificielle appliquée, langue, culture et linguistique appliquée à l'enseignement, puis ingénierie culturelle. Nous sommes dans les 2 Capés avec les ressortissants Natemba de l'arrondissement d'Orukayo dans la commune de Kouandé qui, eux, ont célébré Yopaka ce week-end. C'est la fête du Petit Mille ou encore appelée la fête des moissons. Une réjouissance culturelle et culturelle aussi qui permet chaque année à ses descendants de Kaba de révérer les membres des ancêtres ainsi que, en l'occurrence précisément, la divinité Tchankpa pour les récoltes. Cette 7e édition de Yopaka a réuni tous les villages de l'arrondissement de Rukayo et les festivités ont eu lieu à Gani, Pérou. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. C'est la 7e fois que les filles et fils Natemba de l'arrondissement de Rukayo, commune de Kouandé, se retrouvent pour rendre grâce à Dieu et à la divinité Tchankpa qui leur ont permis de faire les récoltes. C'est le Yopaka, la fête du Petit Mille, encore appelée la fête des moissons en langue nateni. C'est Yopaka qui nous a réunis, c'est la fête identitaire et culturelle des Natemba. Cette fête, c'est d'abord la fête des moissons. Elle est célébrée pour rendre grâce à Dieu, l'être le suprême, et spécialement à la divinité Tchankpa, pour avoir accordé leur grâce à toute la communauté Natemba dans la commune de Kouandé, et aussi pour implorer la clémence de ces divinités-là et essayer de conjurer le mauvais sort, les blocages éventuels qu'il y avait eu au cours de l'année qui s'achève pour que cela ne se reproduise au cours de l'année à venir. Ils sont donc venus de tous les villages de l'arrondissement d'Orukayo, ici à Gani, Pérou, pour sacrifier à la tradition de cette fête de valorisation de leur culture. Occasion pour la Commission nationale linguistique Nateni d'encourager cette initiative qui devra se perpétuer. La Commission nationale linguistique est de cœur avec vous et prie que cette fête qui est en train d'être organisée soit toujours continuelle et que la relève soit également acceptée par nos parents. Et nous croyons que cette culture que vous êtes en train de développer sera archivée pour permettre à la génération montante de mieux s'entretenir et de garder ce cap que nos parents nous ont enseigné. Première autorité de la commune et natif de Rukayo, le maire de Kouandé s'est réjoui pour cette fête qui s'agrandit d'année en année. Cette fête, actuellement, après la fête de la Gani, c'est la 2e fête qui rassemble tous les fils parlant la même ethnie. Et je souhaite bien que nous puissions nous unir davantage pour garder le flambeau très haut, pour que désormais nous puissions recevoir, je dirais même l'appui, pourquoi pas du fond d'aide à la culture, et pourquoi ne pas songer à la rendre nationale. Cette fête, c'est la nôtre. Nous n'avons aucune raison que cette fête sombre. Nous devons chaque année donner le meilleur de nous-mêmes, montrer cette union qui existe entre nous pour que cette fête soit la meilleure de nos fêtes. À la fin des manifestations riches en animations culturelles, différents repas à base du Petit Mille ont été dégustés dans une ambiance fraternelle. Dans ce même week-end, le député Salifou Issa a soufflé ses 60 bougies. Un anniversaire célébré dans sa circonscription électorale avec ses militants, entouré aussi de ses sympathisants. C'est le foyer Daouda Fati Laraba de Malanville qui a abrité les manifestations. Je vous propose de suivre le reportage. Danse, animation folklorique, défilé de chevaux,
échange de vœux et bien d'autres. Voilà ce qui a meublé ce 60e anniversaire de naissance du député Salifou Issa ce dimanche. Les populations de Malanville, Kandi et Karimama n'ont pas voulu passer sous silence ces 60 ans de leur leader charismatique. C'est alors autour de cette grande foule que l'heureux sexagénaire a rendu grâce à Allah pour cette faveur qu'il lui accorde. Merci population de Manaville, Karimama et Kandi. Je suis heureux de venir partager ce repas avec moi pour mes 60 ans. Je suis venu à Manaville parce que Manaville nous a soutenus. Karimama et Lai nous a soutenus. Kandi aussi et Lai nous ont soutenus. Aujourd'hui, je suis fier de cette population de Manaville, de Karimama et de Kandi. Cette grande réjouissance a très tôt pris l'allure d'un meeting politique. Et face au combat de développement entamé pour changer l'image des villes qui composent la première circonscription électorale, l'heureux du jour, face à tous, implore la clémence d'Allah de lui donner l'énergie nécessaire pour ne faillir à aucune mission. Et s'il plaît à Dieu, je vais leur prouver que moi je ne suis pas un bâtard. Pour le reste de ma vie, je vais travailler pour eux. Je vais travailler pour Manavi, je vais travailler pour Karimama, je vais travailler pour Kandi. Voilà donc l'annonce que j'ai vraiment pour eux aujourd'hui, pour mes 60 ans. Il finit par rassurer les uns et les autres quant aux engagements pris. Et face à cela, chacun à son niveau est appelé à garder sa sérénité absolue. De quoi ils ont peur? D'avoir seulement peur de Dieu. Ce 19 février, date anniversaire de l'honorable Salifou Issa, vient coïncider avec l'intronisation du tout nouveau chef boucher de Malanville, Ilanon Maman Ousmane. Pour cette double célébration, ces acteurs se sont donné la main pour festoyer en famille. Tous les amis ayant effectué le déplacement ont formulé de bons vœux au digne fils du Dendiganda. Je lui souhaite la joie, la santé, beaucoup de souhaits pour lui. Et je lui souhaite aussi beaucoup de 19 février. Pour notre honorable, que nous souhaitons longévité et prospérité surtout, santé et bonheur. Et qu'il sache qu'il a un peuple derrière lui toujours, qui le soutiendra pour ses efforts. Du haut de ses 60 ans, le sexagénaire a montré qu'il tient encore bon à travers cette démonstration à cheval devenue une passion. Cet instant de dégustation des différents mets a donné aussi un cachet spécial à ce 60e anniversaire du député Salifou Issa à Malanville. Reportage signé Stanislas Lanlozet. Ce journal va se refermer dans l'univers des fruits et légumes. Le mini-magazine que nous propose ici Ingrid Day précise surtout le mode de consommation de ces fruits. La production revient aussi sur l'obligation d'éviter les abus. Notre reporter a interrogé également les spécialistes pour la consommation des légumes et légumineuses. Suivez plutôt. Pourquoi consommer des fruits et légumes? Parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux, ou parce que leurs effets sur la santé sont bénéfiques pour les êtres humains. Généralement, ces aliments, encore appelés micronutriments, contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Très prisés par bon nombre de personnes à la quête d'une solide santé, ils sont répertoriés en deux grandes familles, à savoir les fruits secs oléagineux et les fruits en eau. Les fruits à eau, il y a la pastèque, il y a la papaye. Et les fruits secs maintenant, oléagineux, il y a la date, il y a l'abricot, il y a aussi notre arachide, par exemple, avec les fruits secs. Et quand on rentre dans les légumes, nous avons les légumes à eau et les légumes secs. Donc les légumes à eau ici, nous avons le concombre, nous avons les feuilles de menthe, nous avons tous les légumes tels que gourmand, tiayo, glaçons. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot blanc, le haricot rouge, le vanzou, tout ça c'est des légumes secs. Contrairement aux fruits, les légumes nécessitent une cuisson, mais de courte durée, afin de favoriser leur mastication. Mon fruit préféré, je crois, c'est la banane. Je prends aussi de l'orange, de l'ananas par moment, de la papaye. Il y a des fruits qui sont vraiment bons pour l'organisme. Par exemple, l'orange.
Quand tu es un peu constipé, tu peux prendre l'orange pour être en bonne santé, pour pouvoir aller bien au sel. À en croire les spécialistes, les fruits et légumes facilitent le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, le foie, les poumons, les reins, le pancréas et le système nerveux. Les chiffres ont montré que beaucoup sont dans l'hémorroïde, dans la constipation à tout moment. Parce qu'ils sont dans des aliments à blé tendre, c'est-à-dire le pain, la pâte. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc les fruits sont très importants pour la santé et on doit même programmer ça dans notre menu. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Pour la plupart des consommateurs de fruits, la consommation de ces aliments se fait au décès, ce qui n'est pas conseillé selon les spécialistes. Les fruits, généralement, je les prends après les repas pour faciliter la digestion. Le matin, quand je me réveille, je prends au moins du banane. Le soir, avant le coucher, je prends d'orange pour pouvoir vite digérer ce que j'ai pris. Il faut prendre les fruits le matin. Donc, on est contraint de prendre des fruits avant de manger. Mais il y a beaucoup qui prennent des fruits après avoir fini de manger. Attention, il y a le test de glycémie à jeun et le test de glycémie post-pondérale. Donc, il faut savoir que si tu prends les fruits après, ta glycémie peut monter. Et tu auras peur de dire que tu as le diabète. Non. Donc, il faut éviter de prendre les fruits après avoir fini de manger. L'hémorroïde, la constipation chronique, l'insuffisance rénale et le cancer du côlon, ce sont les risques auxquels est exposé celui qui présente la carence en fruits et légumes. Cependant, un régime alimentaire réduit, rien qu'aux fruits, pourrait exposer l'être humain à plusieurs déconvenues. Ainsi, l'excès en consommation des fruits et légumes pourrait aussi engendrer des conséquences sanitaires. Le risque à courir, c'est la diarrhée, parce que si la personne a trop de fibres, c'est-à-dire qu'il peut aller au besoin 4 fois, 5 fois par jour et ce n'est pas encore bon. Elle sera déshydratée. Donc il faut qu'il évite d'en consommer de trop. Même les végétariens, ils ont des problèmes. Les végétariens, ils ont des problèmes d'avitaminose. Donc tout est question d'équilibrer. Il suffit seulement de manger en portion, en qualité, et le résultat est bon. Si ces aliments micronutritifs sont bénéfiques pour la santé, il est cependant déconseillé aux diabétiques d'éviter les fruits et légumes à index glycémique élevé comme la banane, les dattes, l'orange, la pastèque, le manioc, l'amarante appelée fortete en langue fon. Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, ils peuvent en plus des activités sportives consommer le concombre, le citron, les ananas, les oranges et boire assez d'eau. En définitive, des portions de fruits et légumes dans nos assiettes sont bénéfiques pour la santé, mais réduire l'alimentation rien qu'aux fruits peut être aussi un danger pour la vie. Et voilà, retrouvez l'info dès qu'il sonnera à 22h ce soir. Demain, c'est à 8h que la rédaction de Canal 3 vous donne le premier rendez-vous de la journée. D'ici là, portez-vous bien.